décentralisation et ce dépistage massif. Looking at the population of Cameroon and the fact that the pandemic has completely engulfed the country in terms of regions, because all the 10 regions are now affected. Mm-hmm. This figure, this target of 50,000 tests within this space of time, is it enough? Is it representative? Is it significant? Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, je pense que le délai du 15 juin, au 8, là. Pratiquement. Oui, au 8 juin. Puisqu'il y a eu décentralisation au niveau des régions, en ce qui concerne même les tests biomoléculaires. Et si à côté de ces tests biomoléculaires, on met les tests sérologiques, c'est possible. C'est possible parce que, comme je viens de le dire, les tests sérologiques sont beaucoup plus simples à réaliser. Mais si c'est les tests biomoléculaires, en l'espace d'une semaine, c'est possible aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur les marges d'erreur? On a souvent suivi ce débat concernant la fiabilité et l'efficacité des kits, des tests utilisés dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Est-ce qu'on prend en compte cette marge d'erreur lorsqu'on effectue les tests pour connaître le statut des personnes suspectées d'être des cas de Covid-19? Ah oui, quand nous parlons des tests de dépistage, il faut tenir compte de la sensibilité et de la spécificité de ce test. La sensibilité, c'est-à-dire la capacité de ce test de pouvoir cibler les malades et minimiser les faux positifs. Et la spécificité, c'est la possibilité de ce test de cibler exactement les malades qui ont cette maladie. Alors, il y a des normes. Pour les tests, pour un test sensible, il faut que cette sensibilité soit au-delà de 90%. C'est-à-dire avoir moins de cas moins de 10% de faux positifs. Et pour la spécificité, les tests spécifiques, il faut que ce soit au-delà de 98%. Donc, je pense que ceux qui ont fait la commande de ces tests ont tenu compte de cette possibilité de réduire ou bien d'avoir une grande sensibilité ou une grande spécificité. J'aimerais qu'on continue d'analyser ces statistiques. 30 000 personnes testées, 7 908 cas positifs recensés. Dans d'autres pays, le nombre de personnes testées est bien plus important que celui du Cameroun, mais ils ont un nombre moins important en termes de cas positifs de Covid-19. À quoi faudrait-il s'attendre avec ces tests à grande échelle concernant l'évolution de la pandémie au Cameroun? Je pense qu'on ne peut pas changer nos résultats. Les autres pays, s'ils ont obtenu cela, c'est que c'est leur résultat. Et si nous avons fait 30 tests et nous avons trouvé 7000 cas positifs, c'est la spécificité du Cameroun. C'est ce que je pense. C'est à quoi je pense. Professeur Jeanne Gongon, est-ce que cela ne trahit pas un échec du plan de riposte, puisqu'au départ, seules 2 villes étaient concernées par les premiers cas importés de Covid-19, cité Yaoundé et Douala. Et à ce moment-là, l'Académie des sciences s'est exprimée, appelant à une sorte de confinement et un accent devait être mis sur le traçage des cas suspects, des cas qui étaient en contact avec d'autres personnes dans leur communauté pour rapidement les prendre en charge. 3 mois après, y a-t-il un plan de riposte sanitaire qui, selon vous, répond aux critères d'élaboration d'une stratégie de lutte contre une épidémie? Vous avez vu vous-même que c'était très difficile de faire ce traçage. Il y avait des gens qui disparaissaient, etc., etc. Au ministère de la Santé publique, il y a l'Observatoire
national de santé publique qui s'occupe de ces problèmes de riposte et qui fait constitué de brillants épidémiologistes qui mettent sur pied une stratégie de riposte. Et ceci a été fait dans le cas de Ebola, quand la crise, l'épidémie d'Ebola a éclaté en Afrique de l'Ouest et même en RDC Congo. Et on a même fait des simulations. Il faut reconnaître que la pandémie du coronavirus a beaucoup surpris. Et je pense que cette entité se penche sur ce problème, sérieusement. Elle a surpris peut-être les autres pays européens, asiatiques, mais le Cameroun a vu venir, puisque le premier cas importé arrive en mars 2020. Pourtant, la France et d'autres pays sont déjà touchés depuis le mois de janvier et le mois de février 2020. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, nos épidémiologistes qui sont chargés de la surveillance et de la veille en matière épidémiologique, est-ce qu'il y a eu des alertes sur les risques liés à une survenance de cette pandémie au Cameroun? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire, que l'Observatoire national de santé publique, c'est cet observatoire qui est chargé de s'occuper de ce problème. Did it fail in some of its duties? Because it was in Wuhan, in China, December. And from December to March, it's quite a long period of time for us to have allowed it to come into our country without us noticing that it was coming. C'est sûr qu'il travaille là-dessus. Et vous, à l'Académie des sciences, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez suivi, par exemple, que cette pandémie est en train de se répandre à travers le monde, connaissant les risques élevés de contamination entre ces pays que les Camerounais fréquentent et les ressortissants de ces pays qui fréquentent régulièrement le Cameroun? Qu'avez-vous fait à votre niveau pour éviter que le Cameroun ne se retrouve face à cette pandémie-là? Oh, ce n'était pas au niveau de l'Académie des sciences. Parce que l'Académie des sciences, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes ayant des spécialités différentes qui se réunissent, du moins, qui se retrouvent là pour penser aux grands défis. Lorsque ce phénomène ou bien ce problème de pandémie s'est déclaré, nous avons fait des déclarations. Nous sommes allés même rencontrer le Premier ministre, sinon le professeur Fouda, le secrétaire général, pour lui faire part des inquiétudes de l'Académie des sciences. Quelles étaient ces inquiétudes au moment où vous le rencontriez? Quand nous avons vu l'augmentation de cette infection, le taux d'infection au Cameroun, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons dit, faisons attention parce que quelque chose va arriver. And what was the response? Mais From the Prime Minister, for example? Oui, mais nous pensons qu'il a tenu compte de notre préoccupation parce que nous avons fait certaines suggestions. Nous avons fait certaines suggestions parmi lesquelles nous avons demandé qu'il y ait rapidement une délocalisation, une décentralisation de la prise en charge des malades pour qu'il n'y ait pas embouteillage au niveau des hôpitaux des villes. Nous avons demandé qu'on décentralise également le diagnostic et qu'on fasse un diagnostic de masse. Nous avons demandé justement de confiner, le confinement, parce que nous prévoyons qu'il devait y avoir cette contamination communautaire.
C'est pour cela que nous avons proposé qu'il y ait confinement, et même confinement strict. Mais dans notre contexte, sur le plan économique, c'était peut-être un peu difficile. Total confinement. Yes, total confinement. Je m'explique. Prenez le cas de cette maman qui est au bord de la route, qui vend ses bananes, qui vit de produits de cette recette, la vente de ces bananes. On vous demande d'être confiné, de ne pas sortir. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va survivre? Et même sur le plan économique général, vous avez vu, l'économie mondiale est perturbée par cette crise. Quand on demande aux gens de ne pas sortir, de ne pas aller vaquer à leurs occupations pour faire rentrer de l'argent, ça a un coût. Ça a un coût. Non, nous avons fait ces propositions. Bon. On a procédé à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus souple, à respecter, par exemple, ce que l'OMS a proposé, c'est-à-dire les mesures d'hygiène, le port des masques, le lavage des mains, etc., les distanciations. Sur la mesure de sensibilisation des Camerounais, professeur Jean Ngongan, avez-vous le sentiment que les Camerounais ont pris conscience de l'existence de cette pandémie et des dangers auxquels ils sont exposés au quotidien s'ils ne respectent pas les mesures barrières? Justement, ce problème de sensibilisation nous inquiète. Ce qui s'est passé le 30 avril, dans la déclaration du Premier ministre, a créé un flou dans la tête des Camerounais. Ils ont peut-être pensé que l'infection était du passé, qu'on avait maîtrisé cette infection. Mais comment faire pour leur dire que le mal est toujours là? On est en train de sensibiliser, de dire non, le mal est toujours là, il faut faire attention. Mais vous voyez ce qui se passe dans les rues. Les gens ne portent plus le masque. Nous voyons même les fûts pour laver les mains, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de savon. Les gens sont dehors, ils se baladent, etc. etc. Donc, nous avons même proposé dans notre deuxième déclaration qu'un point d'honneur soit mis sur cette sensibilisation, sur la communication. Communication même au niveau communautaire avec les langues nationales, pour que même la maman qui est au fin fond du village sache qu'il y a un problème. Et qu'elle prenne ces dispositions pour ne pas tomber dans ce jeu, du moins, pour ne pas attraper cette infection. I was going to ask you, Professor, where are the lapses in government's communication strategy on this problem? Apart from what you were highlighting earlier on communicating in local languages, communicating to the mothers right into the interior parts of the country, which is apparently not being well done or not being done at all as far as communication in local languages is concerned. But there are some few messages that we're seeing around in Pidgin, in some languages and so on. What are some of the issues, some of the things that government ought to do to enhance its communication on this matter? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. What government should do to enhance communication, to enhance sensitization, to make sure that the message gets to the people right into the interior parts of the country. Déjà, à travers les médias, vous faites beaucoup de choses. Vous communiquez même déjà en langue nationale. Mais nous pensons qu'il peut y avoir une certaine décentralisation au niveau des communes.
parce que les communes ont un rôle important à jouer. Surtout pour cette communication en langue nationale. Il y a des radios, je pense, des radios communautaires. Et on doit mettre l'accent là-dessus et communiquer, sensibiliser, dire que la maladie est toujours là, il faut qu'on fasse attention. All right, Professor, let's come back to the issue of testing. Government has embarked on what can be called the 3T strategy: tracking, testing, and treating positive cases. Mm-hmm. Now, there seems to be an issue with the tracking part of this strategy. Do you think that the tracking strategy of government is really yielding the fruits? Is good enough? Because there are still people who are, moving into the communities, some escaping from hospitals, some not going there at all, some who have come in contact with people who have COVID-19, but who will not declare, who will even refuse. We remember a case here in Douala where a lady contaminated even the health personnel at the Douala General Hospital because she refused to. She rejected all the questions that were asked to her. In fact, she gave wrong answers. Mm-hmm. Alors, pour traquer, je ne sais pas comment vous voyez ça, comment traquer les... Est-ce que les mesures qui sont mises en place déjà pour la prise de température, c'est une forme pour traquer, pour savoir si quelqu'un est déjà... Traquer aussi, ça peut passer par ce dépistage de masse. Parce que si on arrive vraiment à faire ce dépistage de masse, on peut identifier les sujets à risque. Quand je regarde sur le plan biologique, si vous faites ce test sériologique, qui est, comme je l'ai dit, beaucoup plus abordable sur le plan coût et même sur le plan manipulation, rien qu'à regarder le type d'anticorps qui apparaît, vous pouvez déjà avoir une idée si le virus est toujours là ou si le virus n'est pas est déjà évacué. Donc, c'est pour cela que, pour anticiper peut-être sur les rentrées scolaires du mois de juin, je pense que même au niveau des écoles, des universités, il faudra faire ce test de masse pour pouvoir identifier. Parce que quand on dit tracking, on va tracking comment? Et puis, je pense que compte tenu de la situation actuelle où les gens font du n'importe quoi, il faudrait trouver un moyen pour punir, pour sévir. Parce que les gens... Government should go the repressive way? Yes, repressive way, I don't know. Mais je voudrais dire que... that if they identify you as somebody who came in contact with a positive case, you're picked up without any permission from you or whatever, you are immediately taken to the center or something like that, or they do the test, because there are some people who may say that, okay, yes, you have told me that the virus is there, but I'm not coming to the hospital. Many are escaping from the hospital. Well, so government should arrest them or something like that. Je pense qu'il faut d'abord, beaucoup communiquer, il faut expliquer. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression aussi que nous faisons de la répression. C'est pour cela que nous insistons encore beaucoup sur la sensibilisation, sur la communication. Parce que si on y va aussi par une méthode de répression, on risque de perdre aussi beaucoup de gens qui vont fuir et qui vont aller contaminer en douce dans je ne sais pas quel coin de... La sensibilisation à l'heure actuelle, est-ce qu'elle rassure l'opinion publique nationale? Est-ce que vous avez le sentiment que les campagnes de sensibilisation qui sont menées ici et là
permettent aux Camerounais de prendre conscience de l'existence de cette pandémie et d'aller se faire dépister dans les centres agréés Covid-19? Quand on regarde le comportement des uns et des autres, j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de Camerounais, ils pensent que c'est une histoire ancienne. Et c'est pour cela que dans l'une de nos recommandations, nous avons insisté sur la publication des chiffres réels de ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce que vous entendez par publication des chiffres réels de ce qui se passe sur le terrain concrètement? C'est-à-dire, il faut dire aux Camerounais que voilà, cette maladie existe, voilà, il y a tel nombre de sujets contaminés, il y a tel nombre de décès, il y a. Il faut que peut-être ces chiffres-là soient beaucoup plus parlants. Je ne dis pas qu'il faut inventer les chiffres, mais il faudrait, peut-être lorsque nous allons faire ce dépistage en masse, on pourra mettre à la disposition des Camerounais des vraies statistiques pour qu'ils sachent que la maladie existe. Are you questioning the statistics that the Ministry of Public Health is providing as of now? Are you saying that the statistics do not reflect the reality on the ground? Je n'ai pas dit cela, mais beaucoup de gens le pensent en douce, en disant que peut-être qu'on leur cache quelque chose. Nous n'avons pas intérêt à ne pas dire la vérité aux Camerounais. Le mal est là, il faut que les Camerounais soient informés. Mais il y a des Camerounais également qui se plaignent de ce qu'ils se rendent à l'hôpital dans l'espoir de se faire dépister. Après de nombreuses heures d'attente, ils réussissent à faire ce test et il faut encore attendre des jours, voire des semaines pour avoir ces résultats. Pendant ce temps, leur santé se dégrade. Ils continuent d'être aux côtés de leurs proches qui, eux aussi, plus tard, pourraient être de nouvelles personnes contaminées et des prochains vecteurs de cette pandémie de Covid-19. Comment analysez-vous cette situation qui se pose concernant les tests actuels en vigueur au Cameroun et comment résoudre ce problème? Justement, je vous ai parlé de ce problème de tests biomoléculaires qui nécessitent un certain nombre de conditions pour le réaliser, conditions en termes de temps, conditions en termes d'équipement. Et cela peut expliquer le retard dans le rendu des résultats. Et au début, il y avait très peu de laboratoires qui étaient identifiés pour pouvoir faire réellement ces tests. Mais avec le problème de décentralisation, je pense que ce sera un problème résolu. Et je vous ai dit également que les tests sérologiques peuvent également nous rendre service. Parce que quand nous regardons la cinétique d'apparition des anticorps ou la cinétique de disparition du virus, ces tests peuvent nous donner des informations très importantes pour pouvoir traquer les sujets à risque. Professeur Jeanne Ngongan, est-ce que vous avez, en tant que vice-présidente de l'Académie des sciences, reçu les déclinaisons du plan de riposte sanitaire contre le Covid-19? L'Académie n'est pas là pour ça. L'Académie, dans son point de vue, évidemment, si on vient nous demander notre point de vue, on peut le faire. Mais sur ce point exactement, nous n'avons pas été saisis. Mais fort heureusement, parmi les gens qui interviennent, il y a des membres de l'Académie qui interviennent au niveau de la prise de décision, notamment à la commission scientifique du ministère de la Santé. Should the Academy not be fully involved
in the fight against this pandemic. It's a health issue, and the academy is made up of professionals of the domain who should normally come in to converge all the energy, all the efforts to get a better strategy that will produce better results. Yeah. C'est ce que nous essayons de faire. Nous constatons qu'il y a un problème, nous nous réunissons, nous cherchons des solutions et nous proposons au gouvernement. Nous sommes là pour offrir notre know-how pour prêter main forte au gouvernement. Nous lui faisons des propositions et il peut le prendre ou il peut ne pas le prendre. Mais nous ne cherchons pas à nous ingérer dans les cuisines internes du ministère de la Santé ou autres. Si nous voyons des défaillances et quelque chose de flagrant, nous pouvons dénoncer et nous pouvons l'exprimer. Il y a une préoccupation qui concerne le traitement à base de chloroquine et azithromycine qui est utilisé au Cameroun. Sur quelle base scientifique le Cameroun a-t-il adopté ce traitement? Dans les premiers cas guéris, le gouvernement émettait encore des réserves sur ce traitement et finalement il a adopté ce protocole. Sur quelle base scientifique un tel traitement a pu être adopté pour traiter les patients atteints du Covid-19? Bon, tout est parti de la publication ou de la proposition du professeur Didier Raoult, qui a dit que l'hydroxychloroquine, couplée à cet antibiotique, il a obtenu de bons résultats, etc. Et le Cameroun n'était pas le seul pays à adopter ce protocole thérapeutique. Il y avait les autres pays comme le Maroc, le Sénégal, etc. Et je peux vous dire que dans l'algorithme de prise en charge qui a été défini par des experts du ministère de la Santé, il y a des sujets qui sont soumis à ce traitement, qui reçoivent la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, et d'autres qui ne le reçoivent pas. Tout dépend des cas. Et ils ont leur raison. S'ils ont satisfaction, pourquoi voulez-vous qu'ils n'utilisent pas la chloroquine? Ils ont leur algorithme, un algorithme qui est adopté au niveau national pour le traitement des sujets. Mais vous savez bien que l'Organisation mondiale de la santé avait dans un premier temps suspendu les essais cliniques sur la chloroquine, s'appuyant sur une étude publiée dans la revue médicale de Lancet. Et quelques jours plus tard, les auteurs de cette étude critiquée par d'autres scientifiques, se sont retractés. De Lancet a exprimé également des inquiétudes sur la qualité et la pertinence de l'article publié. L'OMS ensuite a annoncé qu'elle va reprendre ces essais cliniques. On a vu des pays comme la France qui avaient suspendu l'utilisation de la chloroquine dans le traitement contre cette pandémie de coronavirus. Quel est votre regard sur ce débat concernant ce protocole thérapeutique? Alors, je peux vous dire que c'est un débat qui nous donne des vertiges, moi particulièrement. Et pourquoi? Parce que c'est un peu la danse des mafias. On va devant, on va derrière, on rentre. On a fait des tests in vitro, je crois, en Chine. On a vu que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine inhibait la croissance du virus. Il y a même une équipe chinoise qui a également montré que c'était bon. Après, il y a toujours là-bas, non, ça ne va plus. En Angleterre, non, il faut abandonner. En France, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout cela? African researchers, African scientists like you. Yes. It's because all of what you're saying is coming from out there. You know, the scientists, Didier Raoult in France and the others in China, in Germany, in England, practically dictating what we are doing here. It's not dictating.
le problème, c'est que cette pandémie, on n'a pas trouvé un médicament bien décrit pour contrer la pandémie. Alors, quand les uns et les autres ont fait leur expérience, nous pouvons également l'essayer. Et si en essayant, on a des résultats, pourquoi refuser? Pourquoi refuser? Si jusqu'à présent, dans l'algorithme, on maintient l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour un certain nombre de malades, et que ça marche, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, les 7000 cas, ou bien les malades qui sont guéris, on attend, on espère que nous aurons le compte rendu scientifique, c'est-à-dire sous forme de publication, où on va dire, au Cameroun, nous avons traité nos malades avec tel protocole, voici les résultats, et c'est la seule chose qui puisse nous donner des informations claires. As of now, we don't have that yet. We have only people like Samuel Kleda who have said, this is my drug, I'm treating people with this stuff. For the government, for the Ministry of Public Health, for modern medicine in Cameroon until now, people are still asking the question, but these people who have been treated, apart from the fact that chloroquine is a part of the package that is administered to the patients, what else? They're treated of what? Why is it that till now we cannot know what exactly the content of the package, what you say in that publication that should be made? Mais ça c'est un... Nous ne pouvons pas entrer dans le secret professionnel. C'est un problème d'ordre éthique que les professionnels de la santé, ils ont réfléchi et ils ont mis sur place ce package, ce protocole thérapeutique. Et quand vous parlez de phytomédicaments de Monseigneur Kleda, il dit qu'il a traité, que les gens se sont sentis bien. Mais sur le plan scientifique, nous pensons que nous pouvons contribuer à la validation de ce phytomédicament en disant oui, sur le plan clinique, les gens ont eu satisfaction, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce phytomédicament? Quelle est la molécule? Quel est l'élément qui combat, qui va intervenir dans le cas d'augmentation de l'immunité, dans le cas de la diminution de l'effet inflammatoire, dans le combat des radicaux libres. Ça, les scientifiques peuvent le faire. Et nous devons le faire pour valider nos phytomédicaments. Et c'est ce qui s'est passé à Madagascar. On y reviendra justement, professeur Jeanne Ngonga. Vous donnez le sentiment que les scientifiques camerounais émettent beaucoup de réserves sur la pharmacopée traditionnelle, mais sont prompts à valider un protocole thérapeutique proposé par un scientifique français, en l'occurrence le professeur Didier Raoul, concernant la chloroquine. Pourtant, il y a quelques années, cette fameuse chloroquine avait été retirée au Cameroun au regard des prétendus effets secondaires sur ceux qui la prenaient et qui la prenaient pour se soigner contre le paludisme et d'autres maladies. Comment expliquer cette attitude des scientifiques camerounais prompts à valider un protocole thérapeutique initié par leurs pairs venant de la France sans qu'il y ait une solution locale, scientifique de la part des Camerounais? Qu'est-ce qui explique ça? La solution locale ne peut pas résoudre tous les problèmes. La solution locale ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et je suis désolée, si les Camerounais, si les praticiens camerounais n'avaient pas trouvé qu'il y avait une certaine réponse positive vis-à-vis de ce protocole thérapeutique, je pense qu'ils l'auraient mis de côté.
ils ne sont pas en train de l'utiliser parce que ça vient de la France. Et je vous ai dit que dans cet algorithme, dans l'algorithme proposé, ce n'est même pas donné à tous les malades qui ont le Covid-19. Ils donnent dans les formes sévères ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je dis ils sont suffisamment outillés pour pouvoir faire la part des choses. Alors, quand vous me dites que nous ne faisons pas confiance au plan, du moins à nos médicaments traditionnels, c'est faux. C'est faux. Même l'OMS a reconnu que 80% de la population fait recours à la médecine traditionnelle. Et au Cameroun, je peux vous dire que dans nos universités, les facultés de médecine, de pharmacie, les facultés de sciences, il y a un tas énorme de résultats de recherche sur nos plantes médicinales. Mais ce qu'on peut reprocher aux scientifiques ou aux chercheurs camerounais, peut-être, c'est de ne pas pouvoir mettre le résultat de leur recherche au service de la population. Et ceci nous pousse à faire une réflexion pour voir comment nous devons faire des recherches utiles pour le développement, utilisables, et comment nous devons mettre à la portée de la population tous nos résultats de recherche. Et je peux vous dire que nous avons des tonnes de résultats concernant les plantes médicinales. Une dernière question de Jonathan Babila avant la deuxième partie de cette émission. Yes, Professor, from a global perspective, when you look at the health system of Cameroon today, is it capable? Does it have the capacity to respond to a critical situation? If at all, the figures continue increasing at this speed, and then we get beyond 10,000, 20,000 cases, shall we be able to respond adequately? Cette question doit être posée à l'Observatoire national de santé publique. Of a scientist and who knows what is done, where the laboratories, the state of the technical equipments in our hospitals today, and even the health personnel who are not adequately protected, not adequately trained, and so on. Pour la formation, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un gros problème. Je pense que cette pandémie nous amène à réfléchir, parce que cela nous a permis d'identifier nos faiblesses au niveau des centres de soins, au niveau de l'infrastructure, au niveau du plateau technique, la protection des soignants, etc. Et c'était une belle leçon et une bonne occasion de réfléchir comment nous allons nous comporter pendant et après Covid. On parlera justement de l'évaluation de ce système de santé à l'épreuve de la pandémie de Covid-19 dans la deuxième partie de cette émission, La vérité en face, avec pour invité le professeur Jeanne Ngongan, première vice-présidente de l'Académie des sciences du Cameroun, également professeur émérite de biochimie. Nous en parlerons dans quelques instants. D'abord, une courte pause dans cette émission.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face, avec pour invité un professeur émérite en biochimie, première vice-présidente de l'Académie des sciences du Cameroun, professeur Jeanne Ngongan, invité d'émission La Vérité en face. Et pour cette deuxième partie d'émission, je suis en compagnie de Duval Fangwa. Bonsoir Duval. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir au professeur Jeanne Ngongan. Bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Professeur Jeanne Ngongan, vous étiez en train de parler du système de santé camerounais mis à rude épreuve depuis la survenance de cette pandémie du Covid-19. Quelles sont les faiblesses de ce système de santé qui ont été dévoilées à travers la gestion de cette crise sanitaire, selon vous? Nous avons eu des problèmes au niveau des infrastructures et au niveau des plateaux techniques. Et les plateaux techniques, quand je parle plateau technique, c'est même au niveau de laboratoire, de nos centres de santé. Et je pense que après avoir identifié ces faiblesses, de quoi manquait au moment de la survenance de la crise? Qu'est-ce qui manquait concrètement dans ces centres de santé et dans ces laboratoires? Comment, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce qui manquait au niveau de... J'ai dit globalement, quand nous regardons nos structures de santé, il y a un problème au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire les bâtiments même. Nous avons des problèmes au niveau des plateaux techniques. Nous avons des problèmes au niveau de nos laboratoires qui n'ont pas suffisamment de matériel pour le travail, etc., etc. Je ne peux pas, à mon petit niveau, faire l'inventaire de tout ce qui se passe. J'ai travaillé pendant 20 ans au CHU de Yaoundé. Et nous avons vu comment les choses se dégradaient petit à petit. Et nous pensons que, avec ce qui s'est passé, avec la fermeture des frontières, nous devons faire attention. Si on ferme les frontières, que nous n'avons pas la possibilité de nous soigner correctement, ici, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pour cela que j'ai dit que c'est un point positif, parce que cela va nous faire repenser notre système de soins. Quels sont les points qui doivent avoir des correctifs dans ce système de santé? Quels sont les points précis, selon vous, qui doivent avoir l'attention du gouvernement et où on doit apporter des correctifs? Ça dépend des centres de soins. Ça dépend des centres. Globalement, je ne peux rien dire. Je sais qu'il y en a qui n'ont même pas de bâtiment correct, il y en a qui n'ont pas de laboratoire correct, il y en a, etc., etc. On a vu la question des centres de réanimation et d'urgence, la disponibilité des lits d'hospitalisation spécialisés pour prendre les cas de Covid-19. Est-ce que c'est un problème qui se pose avec acuité, selon vous? Les centres qu'on a créés? Les centres dans les hôpitaux publics agréés Covid-19. Ah, oui. Ces hôpitaux, selon vous, ont-ils tout le nécessaire pour faire face à cette montée de la pandémie de Covid? Justement, non. C'est pour cela qu'on a créé des centres annexes, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace pour accueillir tous les malades. Il n'y avait pas suffisamment. Et certaines structures ont dû réaménager rapidement des espaces pour pouvoir les accueillir. Mais professeur, lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment qu'il y a des zones d'ombre dans ce qu'on peut considérer comme l'état des lieux des infrastructures sanitaires, du moins telles que vous les connaissez. Pourtant, on se souvient qu'à la fin du mois de mars, début avril, vous avez donné un point de presse, une conférence de presse à Yaoundé. Et au cours de ce point de presse, vous avez indiqué qu'au niveau de l'académie, vous étiez disposé et apporté votre soutien pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et dans ce sillage, effectivement, on vous a entendu dire qu'en regardant, en faisant l'état des lieux,
et en observant les capacités d'accueil, les infrastructures sanitaires au Cameroun, vous avez peur qu'à un moment donné, qu'il puisse y avoir une explosion et que ces infrastructures ne soient pas en mesure de pouvoir contenir. On suppose qu'en faisant cette déclaration, bien évidemment, c'est que vous avez fait l'état des lieux. Oui, bien sûr. Alors, ça fait partie des propositions que vous avez faites au gouvernement. Oui. Excusez-moi, je risque de faire un peu machine arrière pour revenir sur cette affaire-là. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, au niveau de l'académie, que les propositions que vous avez faites ont été prises en compte par le gouvernement dans l'élaboration de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus? Certains ont été pris en compte. Pas tous. Et pourquoi pas toutes, selon vous? Nous ne savons pas. Nous avons fait notre devoir. Nous avons relevé les points faibles. Est-ce que vous êtes déçu au regard de l'évolution de la situation? Bon, déçu, oui, parce que cette pandémie prend de l'ampleur. Non, je veux dire par rapport à la politique telle qu'elle est implémentée. Est-ce que vous dites, si on nous avait vraiment écouté, on aurait mieux fait? Je ne peux pas le dire comme cela parce que on ne sait pas pourquoi ce n'est pas implémenté. On ne sait pas. Il y a des choses qui ne se disent pas et que nous, en tant que scientifiques purs et durs, nous n'arrivons pas à comprendre. Mais vous ne pensez pas que vous devez savoir, professeur? Puisque cela vous permet de faire une évaluation de vos propositions et de vous améliorer dans les années à venir pour ce qui concernera d'autres contributions à l'évolution ou à la résolution d'un certain nombre de difficultés. De nous améliorer. Qui? L'académie? Non, je veux dire, si toutes vos propositions n'ont pas été prises en compte, cela suppose peut-être qu'il y a des propositions qui n'étaient pas de bonnes. Pas nécessairement. Peut-être que sur le coup, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand nous avons vu l'allure que prenait cette pandémie, oui. Nous sommes fin mars. Oui. Nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme, à dire faisons attention. Oui. Et c'est là, justement, que nous avons dit, à ce rythme, nos structures ne seront pas capables. Nous avons fait des propositions de décentraliser. Il est temps de décentraliser. Il est temps de décentraliser sur le plan hospitalisation et sur le plan dépistage. Oui. Nous l'avons dit au mois de mars. Et ce point-là n'a pas été complètement considéré. Mais nous nous réjouissons quand même que maintenant, on soit poussé au pied du mur et qu'on se sente obligé de faire cette décentralisation. Une décentralisation qui intervient 2 mois après la proposition que vous avez faite fin mars 2020. Pour vous, le temps de réponse du gouvernement face à cette crise sanitaire et l'évolution de la pandémie, ce temps prend-il en compte les répercussions sur le plan sanitaire, sur la situation de santé des Camerounais? Écoutez, Cédric, mieux vaut tard que jamais. Si on a pris finalement la décision de faire ce dépistage en masse, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu frustré souvent, professeur, je veux dire au niveau de l'académie, de constater que, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les politiques ne vous prennent pas au sérieux, ne vous écoutent pas? Vous n'avez pas ce sentiment à un moment donné? Mais vous savez, l'académie, comme peut-être vous ne le savez pas, est apolitique. Nous savons que la politique n'écoute pas, ne va pas toujours dans le même sens que la science. Il a ses raisons, elle a ses raisons. Des raisons que nous ne comprenons pas ou qu'on comprend un peu. Vous comprenez? Par exemple, je reviens sur ce triangle d'impossibilité de Kempf. Quand on prend la décision de libéraliser, c'était pour un but, pour sauver l'économie. Mais sur le plan sanitaire,
Nous, on savait que ça allait avoir des répercussions. Pour vous, qu'est-ce qui devait être la priorité? Sauver l'économie ou préserver la santé des Camerounais? Et c'est là où c'est très difficile. C'est là où c'est très difficile et où il y a souvent ce réajustement. Les pays comme le Japon ont pris un modèle et ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont réajusté. Et c'est là, c'est ce qu'on attend de nous. Quand je dis de nous, c'est des scientifiques pour proposer des modèles concrets et de politiques pour appliquer si ces modèles sont acceptés. Oui, mais lorsqu'on regarde des académies dans d'autres pays d'Afrique ou ailleurs dans le monde, je passe sous votre contrôle, c'est Condorcet qui disait que les académies sont là pour combattre le charlatanisme et créer l'équilibre entre les disciplines. Est-ce que vous avez le sentiment, dans le cas du Cameroun, que l'Académie des sciences au Cameroun répond à ces critères et mène cette mission de façon sereine? Nous espérons que nous allons le faire. Non, on parle du bilan, professeur. Vous parlez d'avenir, nous on parle du bilan. Il s'agit de faire un bilan. Non, je suis parfaitement d'accord, je vous comprends parfaitement. Quand je prends, par exemple, l'Académie des sciences du Sénégal. Les sciences et technologies du Sénégal. Oui. Qui a été créée après notre académie, sous notre conseil. Vous voyez, quand il y a des grands défis du gouvernement, de l'État, ils interviennent. Ils interviennent. Et Ils conseillent l'État. Oui, l'État même leur demande d'intervenir et de leur faire des propositions. Vous savez, moi, je suis allée à leur assemblée générale où le président Macky Sall était venu personnellement à cette assemblée et leur dire: je vous ai confié telle chose, vous avez travaillé, je vais financer. Vous sentez l'appui du politique à la science. Et nous ne nous décourageons pas, nous le sentons déjà. Et je dois le dire ici, nous étions très bien accueillis au service du Premier ministre. Et nous étions sensibles à l'accueil du secrétaire général qui nous a écoutés. Nous avons parlé. Et dans la même soirée, on a vu la presse, on a vu beaucoup de gens s'agiter, l'académie a parlé. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Mais sur le plan pratique, oui. Est-ce qu'il y a une place accordée à la recherche scientifique au Cameroun? Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics prennent en compte la recherche scientifique à travers des financements, à travers l'intégration des résultats des travaux que vous menez et des projets que vous présentez? Il y a une place puisqu'il y a un ministère de la recherche scientifique. Cédric. Qui dispose d'un budget l'un des plus petits au regard des enveloppes budgétaires allouées aux différents départements ministériels, contrairement à un pays comme le Sénégal dont vous venez de faire mention. Mais je peux vous dire que dans beaucoup de pays, le budget pour la recherche, on le cherche, on compétit pour avoir de l'argent de l'extérieur, de Bill Gates, de la Banque mondiale, etc. etc. Et au Cameroun, on a le sentiment que les chercheurs sont plus intéressés par le profil de carrière dans l'administration publique et moins pour développer des travaux visant par exemple à trouver des solutions face à ce Covid-19. Non, monsieur Noufélé, je voudrais dire que à son niveau, au niveau de son ministère, Madame le ministre fait beaucoup de choses, même pour l'académie. Et c'est le ministère qui soutient le plus l'Académie des sciences. Et actuellement, nous sommes en train il nous a demandé d'écrire des termes de référence pour un projet de validation ou de transformation de nos produits naturels pour mettre au service de la population. Au regard du génie scientifique des Camerounais, l'opinion publique s'attendait à ce que ce soit
les chercheurs scientifiques qui montent au créneau pour proposer une solution locale, un traitement adapté face au Covid-19. Mais on a vu que c'est Madagascar qui est monté au créneau avec son Covid organique. Vous avez suivi le président malgache qui a déclaré que le protocole thérapeutique qui prend en compte la chloroquine avait des effets sur sa population. Et que ces différentes académies, ces différents chercheurs malgaches et un autre Congolais ont permis de mettre sur pied ce Covid organique. Pour le cas du Cameroun, que font les chercheurs pour trouver une solution thérapeutique locale qui permette aux Camerounais, quels que soient leurs moyens, d'avoir accès à ce traitement? Bon. Merci beaucoup. Actuellement, un groupe de chercheurs ont fait l'inventaire des plantes qui peuvent aider dans la prise en charge de Covid-19. Je m'explique. Ils ont inventorié 187 plantes médicinales. Et ils ont catégorisé ces plantes et dire que telle plante empêche le virus de se développer. Telle plante a une action anti-inflammatoire, telle plante a telle. Je vous dis, ça c'est déjà quelque chose de très positif. 187 plantes camerounaises que nous pouvons capitaliser. Parce que nous avons l'impression que nous n'avons pas une bonne plateforme d'expression. En ce sens que nos résultats de recherche sont dans nos tiroirs. Nous ne les mettons pas au profit de la population. Qu'est-ce qui fait problème à ce niveau, justement? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait problème à ce niveau? Si vous prenez un jeune étudiant qui a travaillé sur une plante, par exemple une plante antimitotique pour soigner le cancer. Il a tellement souffert pour aller faire ses recherches en Inde, en France, en je ne sais pas où. À la fin de ses travaux, après 4-5 ans de recherche, 5 années de recherche, il est tellement fatigué que tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir capitaliser et soutenir sa thèse. Qu'est-ce qui l'épuise après 4-5 ans d'années de recherche? Le travail, monsieur Nouvelé. La recherche, c'est beaucoup de travail intellectuel, c'est beaucoup d'énergie à dépenser. Ça peut coûter combien ces années de recherche et de déplacement à travers le monde pour pouvoir... Et sur le plan financier, le plus souvent, ce sont ces enfants qui financent. Et vous pensez qu'à la fin de ce travail difficile, de ce dur labeur, il va penser à finaliser pour mettre sur le marché? Vous allez dire que c'est le patron, le directeur qui doit faire quelque chose. Mais si nous n'avons pas un soutien financier, et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi ce soutien financier manque de votre point de vue? Est-ce que c'est parce qu'on parle de soutien financier, vous parlez certainement de soutien de l'État ou des mécènes? Pas nécessairement. Ce soutien doit venir d'où? Puisqu'ailleurs... Si l'État nous donne un soutien, tant mieux. Et puisqu'ailleurs, ces chercheurs travaillent pratiquement dans les mêmes conditions, mais ils ne sont pas épuisés en de griffes, comme vous semblez le dire dans le cas des Camerounais, ça veut dire qu'il y a un accompagnement qui manque. D'où doit venir cet accompagnement selon vous? Vous savez, nous devons repenser, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons repenser à la façon de capitaliser les résultats de nos recherches, parce que c'est très important. On ne devrait pas faire une recherche inutile juste dans le but d'avoir un diplôme ou autre. Et là, vous adressez à qui? Ouais. Et là, vous adressez à qui? À nous-mêmes. De l'académie? Pas de l'académie, les patrons de l'université, les chercheurs. L'État aussi? Ah oui. Et pour ce faire, l'État doit
développer, nous présenter les thèmes de recherche qu'il est censé utiliser pour le développement. Et si l'État nous présente ces thèmes de recherche, il faudrait que l'État nous aide à atteindre nos objectifs. Vous avez pris le cas du Sénégal tout à l'heure. Dans le cas du Sénégal, vous le savez mieux que moi, l'Académie des sciences et technologies au Sénégal conseille l'État dans la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Oui. Je veux dire que, est-ce que ce n'est pas l'inverse, par exemple? Ici? Est-ce que ça ne devait pas être l'inverse? Parce que là, vous dites que l'État doit définir les termes. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que l'Académie elle-même, en travaillant et en observant ce qui se passe dans l'environnement, puisse faire des propositions qui sont prises en compte dans les politiques nationales? Quand je parle de l'État, l'État c'est qui? Ah d'accord, ok. C'est nous. C'est plus précis maintenant. C'est nous. Parce qu'on a déjà entendu le gouvernement. Non. Le gouvernement, non. L'État, c'est nous. Nous devons définir nos priorités. Définir nos priorités. Et ces priorités doivent viser les recherches qui vont contribuer au développement. Et quand nous parlons de développement, ça peut être sur le plan sanitaire, parce que si nous fabriquons des phytomédicaments utiles, nous contribuons au bien-être du citoyen et ce citoyen sera beaucoup plus apte à contribuer au développement. Le président de la République a signé une ordonnance portant modification de la loi des finances et il est prévu un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie et ses répercussions économiques et sociales. Dans une note d'information, le directeur général du budget fait savoir que près de 180 milliards de francs CFA vont être alloués au financement de la recherche, de l'innovation dans le cadre de la lutte contre la pandémie, plus précisément le développement de la recherche et la production locale des produits pharmaceutiques et d'autres pans de plans de réponse sanitaire contre la pandémie du Covid-19. Comment vous réagissez face à cette bouffée d'oxygène financière annoncée par le gouvernement? C'est une très bonne nouvelle. Et ce fonds, je ne sais pas si c'est le même fonds qui est géré par le ministère de la Santé publique. De la Santé publique. Et le ministère de la Santé publique a déjà lancé l'appel d'offres pour des projets, justement, qui vont contribuer à une meilleure compréhension, une meilleure prise en charge. Professeur Ngonga, j'aimerais qu'on s'intéresse au plan des ripostes sanitaires en milieu scolaire. Oui. Vous savez que c'est la première semaine des cours du 3e trimestre qui vient de s'achever. Il y a eu de nombreuses préoccupations et des appréhensions de la communauté éducative sur les mesures appropriées qui devaient être prises pour éviter les risques élevés de contamination au Covid-19. Lorsque vous avez observé comment s'est déroulée cette reprise des cours, les mesures prises jusqu'ici sont-elles rassurantes de votre point de vue? Alors, je ne peux pas dire que j'ai observé, parce que pour être catégorique et dire qu'on a observé, il faut qu'on aille sur le terrain et voir ce qui se passe sur le terrain. On a demandé que des mesures soient prises pour l'hygiène, pour la distanciation, pour le lavage de mains, etc. Et l'Académie a proposé qu'il y ait des visites inopinées, justement, pour voir si ces mesures sont réellement prises en compte. Alors, ce n'est que la première semaine. Peut-être que quand l'Académie fait cette proposition, ce n'est pas les membres de l'Académie, c'est une proposition au pouvoir public, aux décideurs, de descendre sur les lieux et voir si nos enfants ne sont pas exposés. Ça, c'est très important. Quels sont les risques, justement? Quels sont les risques en milieu scolaire dans un contexte comme celui du Cameroun? Mais le risque en milieu scolaire, c'est que le contact entre les uns et les autres favorise la contamination. C'est la même chose. Et c'est pour cela que peut-être dans
ma tête, ce n'est pas très clair, ou bien je raisonne un peu à l'envers. Je me dis, est-ce que on ne pourrait pas également faire ce dépistage en masse en milieu scolaire? Quel en serait l'intérêt? L'intérêt sera de voir les personnes à risque de contaminer ou de contamination et pouvoir les isoler pour ne pas laisser cette contamination prendre des proportions. Il est vrai qu'on a demandé qu'il y ait des prises de température, etc., etc. Bon, mais si on faisait un petit dépistage de masse, un test sérologique, pour voir si la personne a été au contact du virus, ou si le virus est encore là, pourquoi pas? Et ça fera un point supplémentaire dans cette... pour mieux rassurer pour cette rentrée. Lorsqu'on vous écoute sur cette affaire, on a le sentiment que justement il y a quelques hésitations. Est-ce que vous avez des appréhensions pour l'avenir en ce qui concerne des risques massifs de contamination et peut-être une montée exponentielle du nombre de contaminés? Mais bien sûr. Bien sûr. Je vous ai présenté la modélisation mathématique de l'épidémie. Une personne contaminée peut en contaminer en moyenne deux personnes, sinon 3. Et ces 3 personnes vont aussi contaminer 3, etc. Vous avez en face des gens qui développent la thèse de l'immunité collective. L'immunité collective, communautaire ou collective? Oui, et communautaire. Oui, qu'est-ce que c'est que cette immunité collective ou communautaire? Quand on dit que vous êtes immunisé, ça veut dire que vous avez fabriqué des anticorps. Alors, les dernières déclarations scientifiques du mois de mai, fin mai, montrent que la présence des anticorps dans l'organisme ne veut pas dire que vous ne pouvez plus refaire la maladie ou que vous ne pouvez pas être contagieux. Vous voyez que le problème est très complexe. Le problème est très, très profond. Si vous êtes inquiète d'évolution de la pandémie, qu'en est-il dans les zones de guerre? Nous sommes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Lors d'une récente communication, le délégué régional de la santé pour le nord-ouest a fait savoir qu'il y a eu 16 personnes qui sont décédées des suites de Covid-19 et la majorité d'entre elles est décédée soit à la maison ou sur le chemin de l'hôpital. Nous sommes sur le théâtre d'une crise anglophone, là où il y a des affrontements armés. Dans ce cadre-là précis, quel protocole et quelle attitude faut-il adopter? Je ne sais pas. C'est très grave. Parce que la maladie ne connaît pas la zone de guerre. La maladie sera là. Et on va prêcher, sensibiliser et leur dire de prendre des mesures préventives, etc. Mais l'histoire que vous venez de nous raconter, c'est très triste parce que dans ces zones où il y a des problèmes de transport, où il y a des problèmes de centres de santé qui ne sont plus fonctionnels, peut-être parce que c'est détruit, etc., dont la situation devient de plus en plus et encore plus grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Professeur Ngonga, ces Camerounais qui se trouvent dans ces zones-là et qui ont du mal à se déplacer, tel que vous venez de le dire, pour se rendre à l'hôpital, comment les pouvoirs publics doivent-ils opérer
pour éviter et contenir l'épidémie dans cette région précise? Je ne peux pas répondre à votre question, M. Noufélé, parce que le pouvoir public doit prendre ses responsabilités et réfléchir, trouver des solutions. Mais professeur, quand vous répondez comme ça, on a le sentiment que vous êtes dans une sorte de logique de ponce-pilatisme. Lorsqu'on vous écoute, vous êtes professeur agrégé de biochimie clinique. Vous êtes vice-présidente de l'Académie des sciences. Et donc, quand vous parlez, c'est ex-cathédra. Et maintenant, sur un plateau de télévision, vous dites, les pouvoirs publics, ils prennent... Alors, on peut avoir le sentiment que vous débinez. Mais moi, je peux faire que ma part de travail. Mais c'est très compliqué. Mais ce travail consiste à conseiller. Ah oui, à conseiller, mais si je ne peux pas trouver une solution, j'ai le droit de vous dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais si à l'académie, on dit qu'on ne trouve pas de solution à un problème, ça peut donner le sentiment... L'académie ne peut pas trouver des solutions à tous les problèmes. Il y a là un problème politique. Et l'académie ne va pas résoudre ce problème politique. L'académie va faire comment? L'académie va aller rétablir je ne sais pas. Parce que j'ai eu le sentiment que la question de Cédric portait sur la gestion de cette crise sanitaire dans ce contexte de guerre. Et non forcément la question de la résolution politique du conflit. Mais Cédric sait très bien qu'il va y avoir des problèmes. Et je l'ai dit. Je lui ai dit que bon, il y a le problème des structures sanitaires, il y a des problèmes de déplacement, puisqu'il nous raconte une histoire triste. Les gens ne sont même pas arrivés à l'hôpital. Ils sont morts en chemin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la guerre finisse. Professeur Jean Ngonga, sur les mesures de prévention contre la pandémie, vous avez élaboré une prescription concernant le mode d'alimentation dans ce contexte de crise sanitaire. Quels sont les axes de cette déclaration, de cette analyse que vous avez faite concernant le mode d'alimentation en crise sanitaire et en quoi ça peut aider les Camerounais qui font face à cette pandémie? Dans mon article intitulé « Repenser notre alimentation pendant et après Covid », part du principe que notre santé dépend de notre alimentation. Et lorsque nous sommes bien alimentés, notre système immunitaire est beaucoup plus compétent. Lorsque nous regardons les statistiques, où on vous dit 80% de sujets peuvent être porteurs asymptomatiques, ils ne font pas la maladie, ou le virus ne peut même pas se défendre. Bref, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que il y a leur système immunitaire est bien préparé pour pouvoir neutraliser le virus, etc. Or, il est bien décrit dans l'alimentation que nous avons ici et ailleurs que nous pouvons avoir des éléments pour stimuler notre système de défense immunitaire. Parce que lorsque ce virus nous attaque, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre organisme. Il y a ces soldats qui se débrouillent dans notre organisme pour neutraliser le virus, etc. Et eux-mêmes, ils créent des dégâts. Et c'est pour cela qu'on parle de l'inflammation. Et ils créent ils synthétisent d'autres molécules qui détruisent les cellules, etc. Donc, il y a globalement, ce que j'ai mis dans mon article. Il faut booster le système immunitaire. Il faut apporter dans notre alimentation des éléments qui peuvent combattre l'inflation et combattre les radicaux libres, parce que c'est très toxique. Quels sont ces nutriments, ces aliments qui permettent de renforcer ce système immunitaire?
Oh, je les ai cités, je ne peux pas me rappeler de tout, bien sûr. Ces aliments, tous les aliments qui peuvent nous apporter les flavonoïdes, etc., il y a certains éléments chimiques qui sont là exactement pour booster notre système immunitaire. Je ne les ai pas tous en tête. Vous avez cité la vitamine E, qui contient l'avocat. Vous avez parlé des lipides, des protéines. Alors, la question que je voulais précisément poser dans la suite de Cédric, c'est celle de savoir, de façon vraiment terre à terre, professeur. Il y a des enfants qui nous écoutent, il y a des parents qui sont à la maison, qui nous écoutent, et vous leur dites que une bonne alimentation, en tout cas, je prends une phrase dans la conclusion de votre article, la santé se trouve dans nos plats, de façon précise. Comment est-ce que ce plat doit être constitué ce soir ou demain matin pour qu'on soit sûr que tous les jours, on a les nutriments nécessaires qui permettent de renforcer le système immunitaire et de résister de façon victorieuse au Covid-19? J'ai un jeune collègue biochimiste, nutritionniste, qui a écrit quelque part, il a dit, si la ménagère va au marché, il prend tous les éléments de différentes couleurs. Nous avons la papaye, couleur jaune, nous avons l'ananas, nous avons le quem, nous avons le zom, nous avons tous ces éléments-là. Le Camerounais est au paradis parce que nous avons tout ça là au marché. Mais le problème, c'est de savoir comment les combiner. Et c'est pour cela que dans ma conclusion, j'ai dit maintenant nous devons faire des propositions concrètes. Je prends le cas d'une maman qui mange son quem avec le manioc. Dans son quem, il y a l'huile de palme. Cette huile de palme contient les caroténoïdes, donc les précurseurs de la vitamine A, qui est un élément qui booste le système immunitaire. Et dans les feuilles de quem, nous avons les micro-éléments, tels que le fer, et nous avons même la consistance c'est riche en matière, comment on appelle ça, en cellulose, qui va faciliter même la digestion. Et nous avons donc ce manioc qui nous apporte les glucides, les hydrates de carbone, qui sont importants pour l'apport énergétique. Alors, si nous faisons le point, nous avons l'énergie qui va nous venir de l'huile de palme qui est dedans, le manioc qui nous apporte quelque chose, l'huile de palme aussi, la provitamine A, etc., etc. Alors, quand nous faisons le point, qu'est-ce qui nous manque dans ce régime alimentaire? Il nous faut un peu de protéines. Il nous faut également un peu de fruits. Parce que nous avons, quand nous regardons tout autour de nous, les gens n'ont même pas cette coutume de consommer les fruits. Même si ça tombe des arbres fruitiers dans notre cour. Mais nous avons besoin de ça. Il y a des gens qui, certainement, en vous écoutant, vont arriver à la conclusion. Mais, professeur, si vous dites que ce sont ces aliments qui peuvent contribuer à développer le système de défense, le système immunitaire, cela peut amener à conclure qu'effectivement, ceux qui ont un système immunitaire faible ou fragile sont beaucoup plus exposés à la maladie. Absolument. Est-ce qu'il faut donc conclure, vraiment, je pose la question de façon triviale, que les Occidentaux, qui sont morts en masse, ont compté des jours où il y avait 900, 800 personnes,
Ça veut dire qu'ils mangent mal, professeur? Vous avez vu comment les Américains mangent. Ils sont dans les hot dogs, ils mangent. Ce n'est pas question de Quantité. Et même de pouvoir d'achat. Vous pouvez être riche et manger mal. Et ce que nous voulons dire, c'est qu'on peut manger équilibré avec très peu de moyens. Quand je prends l'exemple du QEM, ça va nous coûter combien? Mais il faudrait qu'on pense, même si on ne mange pas avec le QEM, pendant qu'on mange le QEM, pensez que je peux manger une mangue en passant, une banane en passant. Et pensez que je veux manger un bout de poisson pour que mon alimentation soit complète. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous avez dit qu'il y a certains aliments comme des glucides raffinés, du pain blanc, des pâtisseries, les fritures, les huiles de friture, les boissons gazeuses, les boissons sucrées, que vous considérez comme étant des aliments pro-inflammatoires. Ouais. Cela signifie quoi? Non, ça va favoriser certaines destructions Ces qui aliments vont sont donc détruire. Personnellement, j'ai fait des études là-dessus. Vous voyez les mamans qui recyclés. font les fritures de beignets, qui viennent reprendre les mêmes huiles, etc. C'est tellement toxique. C'est tellement toxique. Et il faut le dire. Il faut le dire. Et même aller auprès de ces mamans, donner des conseils pratiques. Parce que ça ne devrait pas rester quelque chose de théorique. Et nous pensons que, peut-être que vous l'avez sur votre chaîne de télévision, une plateforme où on peut venir parler de la nourriture. Et je vous dis, ce problème d'alimentation et Covid est pris tellement au sérieux que même au niveau de l'Union africaine, on a créé des commissions pour réfléchir sur ce problème. Et au niveau de l'Académie des sciences, même, nous avons créé des groupes de travail pour réfléchir sur l'alimentation, la nutrition et le Covid. Mais professeur, peut-être qu'il faut expliquer davantage cette question. On a souvent présenté les pays occidentaux comme étant des pays qui sont prêts. Je veux dire, en termes d'infrastructures, qui ont les meilleurs médecins, qui ont des personnels qualifiés de tout point de vue. Mais le sentiment qu'on peut avoir là, en vous écoutant, c'est que il n'y a pas suffisamment de nutritionnistes là-bas, ou du moins qu'ils ne sont pas écoutés. Aussi, Mais il y a des nutritionnistes. Il y a des nutritionnistes. Pour que ces pays qui sont présentés comme des pays riches, des pays puissants, de tout point de vue, on arrive à voir leur population mourir de cette façon, parce que il y a des détails qui ont manqué au niveau, par exemple, moi, je n'ai pas dit qu'ils sont morts parce que ils mangent mal. Parce qu'ils mangent mal, mais j'ai dit que ce n'est pas parce qu'ils sont là-bas, ce n'est pas parce qu'ils ont un pouvoir d'achat supérieur au nôtre qu'ils mangent mieux. Ouais, j'ai fait les États-Unis, j'ai vu comment les Américains se nourrissent. Je suis désolée de le dire. Et c'est non seulement ce n'est pas bio, mais c'est complètement déséquilibré. Alors, en observant la réaction, je veux dire, la réaction vous avez commencé à expliquer ça tout à l'heure, l'introduction du virus dans l'organisme, la réaction du système de défense, etc. Est-ce qu'on peut arriver à la conclusion que le Covid est une sorte de maladie opportuniste? Opportuniste, je ne sais pas, je ne crois pas. On ne peut pas le dire. Parce que si nous prenons le cas du sida qui entraîne l'apparition de certaines maladies, etc. Non, je ne pense pas. Puisque vous parlez du système de défense, le système immunitaire qui peut être fragilisé et qui peut donner lieu à des complications devant déboucher sur maladie opportuniste, je ne pense pas. Professeur Jeanne Ngonga, au moment où vous avez posé ce diagnostic sur le système de santé au Cameroun, qui s'est retrouvé, selon vous, fragilisé face à l'explosion du nombre des cas de Covid-19, le gouvernement a décidé de mettre à contribution 5 cliniques privées à Douala
et 2 cliniques à Yaoundé dans le plan de riposte sanitaire. Pour vous, quelles sont les autres propositions que vous faites en vue de renforcer ce système de santé pour qu'il soit mieux aguerri face à la pandémie de Covid-19? Là, c'est très bien ce que le gouvernement a fait, parce que ça entre en droite ligne de nos recommandations, décentralisées, pour donner plus de chances à la population de pouvoir être prise en charge. Alors, si on pouvait même décentraliser davantage, ce serait mieux. Quand vous dites décentraliser davantage, vous pensez à quoi concrètement? C'est-à-dire aller au niveau des districts, aller même au niveau des centres de santé. Parce qu'au niveau des centres de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut même faire le dépistage. Avec les tests rapides, on peut faire le dépistage. Et si le centre de santé est bien nanti, en personnel, il peut même déjà commencer un début de soins en respectant l'algorithme arrêté par le gouvernement. Et le 24 avril, le ministre de la Santé a encore signé, envoyé une lettre au personnel de santé, aux responsables, pour encore redéfinir le protocole qu'il faut utiliser. Et je pense que c'est tellement clair qu'on peut décentraliser davantage. Il y a la question de la protection du personnel soignant qui se pose aujourd'hui. Ouais. Ils sont déjà près d'une centaine victimes de cette maladie à coronavirus, infectés à l'hôpital pour la majeure partie d'entre eux. Dans ce cas précis, qu'est-ce que vous proposez? Il faut trouver des solutions. Il faut les protéger. Parce que si on n'a même plus ce personnel de santé pour s'occuper des malades, c'est très grave. Il faut les masques, il faut les tenues correctes pour leur permettre de faire leur travail en toute sécurité. Et je pense que c'est l'une des priorités. Il y a des kits, mais il y a également la protection du personnel soignant. C'est très important. Et vous avez le sentiment que ce problème est en train d'être réglé, la question de la protection de ce personnel? Parce qu'on a écouté au début de la pandémie, il y a eu des cris de colère de certains personnels qui indiquaient, on a même écouté l'ordre national là-dessus. Est-ce que vous avez aujourd'hui vous avez le sentiment que ça s'est amélioré et que s'il ne crie plus, c'est que ça s'est amélioré. S'il ne crie plus. Mais certains continuent toujours à crier, qui n'ont pas de masque de protection, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de... Je pense que ce problème peut être facilement résolu. S'il y a vraiment un problème de décentralisation, chaque responsable peut prendre en charge son personnel. Vous avez beaucoup parlé de décentralisation dans cette émission, professeur Jeanne Ngongon. Oui. Vous y croyez? Oui. Je souhaite. Et je sais que c'est possible. Quelles en sont les vertus de votre point de vue? Mais c'est une décision politique. Si on décide de décentraliser, on va décentraliser. Et au niveau de l'Académie des sciences, qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement mobilise en termes de moyens afin de permettre aux chercheurs d'être désormais au devant de la scène face à ces éventuelles épidémies qui pourraient surgir et toucher de plein fouet le Cameroun? Vous voulez dire le gouvernement qui... Pour vous, en tant que vice-présidente de l'Académie des sciences, oui. Quelle doléance ou quel besoin pouvez-vous formuler à l'endroit du gouvernement afin de donner les moyens aux différents chercheurs? Qu'est-ce que vous pouvez poser en termes de doléances concernant l'Académie des sciences et concernant la situation des chercheurs et des scientifiques au Cameroun? Vous savez que les académiciens appartiennent à des structures. Ils appartiennent à des structures. Il est vrai, il y a des académiciens
qui sont déjà un peu âgés et qui ne sont pas dans ces structures. Ma première doléance, c'est réellement un accompagnement. Le politique doit accompagner l'académie. Et c'est cela qui va nous rendre forts pour prendre certaines décisions. Quelle est la nature de l'accompagnement? Quand je dis accompagner, c'est d'abord croire à la force de frappe de l'académie. Croire que les têtes couronnées de l'académie, avec leur expérience, leur savoir-faire, peuvent apporter un plus dans certaines décisions, notamment en ce qui concerne peut-être la recherche. D'abord, cette confiance, pour nous, c'est primordial. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Nous le sentons. Il y a certaines prises, certains actes. Oui, qui nous montrent que nous avons le soutien. Mais on aimerait que ce soit encore beaucoup plus renforcé. Et on ne peut pas dire qu'on va attendre de l'argent du gouvernement. Si le gouvernement, à travers des fonds, comme ce que nous venons de vivre, où vous nous parlez des milliards qui sont disponibles pour financer les projets de recherche, ça c'est très très important. Mais quant à dire que le gouvernement peut financer, nous donner un petit financement, peut-être pour tourner, pour faire vivre l'académie, mais le gros de l'affaire, c'est nous-mêmes, les académiciens, qui devons rechercher les financements. Parce que l'Académie des sciences a beaucoup de partenaires. Quand je prends par exemple le réseau africain des académiciens, ces réseaux nous font souvent des appels d'offres pour certains types de recherches et ça peut rapporter de l'argent. Est-ce que les Camerounais participent bien, je veux dire, sont vraiment sollicités dans ces appels d'offres-là? Parce qu'à un moment donné, vous avez entendu des commentaires faisant état de ce qu'au niveau de l'académie, ces académies, enfin, en niveau du casting même, de ceux qui composent cette académie-là. Est-ce qu'il n'y a pas un travail d'introspection à faire au niveau de l'académie, en termes de recrutement des membres, en termes d'aura et tout cela? Mais le recrutement se fait de façon très, très rigoureuse. C'est sous des bases de l'expérience, des publications, du rayonnement sur le plan international. On ne devient pas du jour au lendemain membre de l'Académie des sciences. C'est sur la base d'un certain savoir-faire. Parce que certains ont estimé à un moment donné que cette aura que devrait dégager l'Académie des sciences au Cameroun et qu'on ne perçoit pas beaucoup peut être lié au fait que le casting est un tout petit peu biaisé. Vous répondez quoi? Justement, dans notre feuille de route de cette année 2019-2020, nous voulons rendre l'Académie beaucoup plus visible. Nous voulons le faire. Et je pense que nous faisons un effort déjà à travers nos prises de position pour qu'on sache que l'Académie des sciences du Cameroun existe. Vous sentez qu'il y a de la relève derrière vous? Ah oui, nous avons cette année accueilli 40 jeunes académiciens pour assurer la relève. Nous ne sommes pas éternels. Il faudra passer la main. Le rythme est bon, selon vous? Oui, bien sûr. 40? Ah oui, mais nous sommes 88. Sur les 88, il y a 40. Donc, et très peu de femmes. Malheureusement. Qu'est-ce qui explique justement ce peu d'intérêt
des femmes pour la recherche, ou alors c'est le fait que c'est un cercle fermé, hermétique? Écoutez, monsieur Noufélé, cercle fermé, je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleur chercheur que les femmes. Mais la société, j'allais dire camerounaise, est un peu misogyne. Alors quel message vous leur adressez à ces jeunes femmes qui sont à l'université et qui peuvent avoir des aspirations à devenir des chercheuses et se concentrer sur des projets qui leur permettent de passer des années de recherche pour ne pas se fatiguer comme certains autres jeunes Camerounais ou jeunes chercheurs? Quel message vous adressez à ces jeunes femmes qui s'effondrent au seuil du succès, de l'exploit? Qui se fait? Enfin, c'est ce que vous avez semblé indiquer tout à l'heure. Que quoi? Qu'après beaucoup d'efforts, au moment où il faut peut-être commencer à jouir des fruits de ces recherches-là, on a le sentiment qu'ils sont un tout petit peu essoufflés et ont besoin de... Ce n'était pas seulement les femmes, c'était les chercheurs en général. C'était pour vous expliquer pourquoi, à la fin, on est tellement pressé de présenter ces résultats. Ce n'était pas une question de femmes. C'était question de... Et quel message justement pour ces jeunes femmes camerounaises qui pourraient s'intéresser à la recherche? Il y en a de plus en plus. Et nous sommes là pour les encourager. Parce que ce n'est pas très facile d'évoluer parmi les hommes. Mais la femme doit s'imposer par ses connaissances. Parce que quand nous parlons de science, ce n'est pas une question de gros muscles, c'est une question de cellules grises. Si ça fonctionne bien, nous sommes capables de faire ce que l'homme peut faire sur le plan de la recherche. Merci, professeur Jeanne Ngongan. Je rappelle que vous êtes professeur émérite en biochimie, première vice-présidente de l'Académie des sciences du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Duval Fangois, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Mitterrand Dame et Emmanuel Lewapi. Merci à vous de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Les grands jours tant souhaités est enfin arrivé. L'eau qui tombe goutte à goutte berce le plus dur rocher. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différences entre les hommes. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Le président Houphouët était un grand homme. Le président Houphouët-Boigny était un père. Le pétrole de la Côte d'Ivoire a été pendant longtemps Houphouët-Boigny, un homme exceptionnel. Peu d'hommes ont formé des nations dans la paix et le président Houphouët-Boigny est de cela.